Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour cet Affectioto qui est une première en la matière, puisque c'est la première fois qu'on consacre cet exercice à finalement un échange avec des auteurs de livres qui concernent les enjeux de transition économique. Et cette période de pandémie qui caractérise cette année 2020 a été propice pour nos deux invités. Je tiens à excuser Rekia Madougou, qui malheureusement ne peut pas nous rejoindre. Il se trouve qu'elle est dans un avion en ce moment même, puisqu'elle avait accompagné l'investiture du président Ouattara à Abidjan. Et donc, sauf à ce qu'elle puisse nous rejoindre en cours de session, malheureusement, nous n'aurons pas le plaisir d'avoir Rekia Madougou à nos côtés pendant cette session, ce qui fait que c'est un échange entre garçons. On le regrette un peu. De ce point de vue-là, la parité n'est pas respectée. Bon, néanmoins, je pense que ça n'enlèvera rien à l'intérêt de cet échange. Nos deux invités ayant, et c'est un peu la singularité de ces auteurs, c'est qu'ils parlent de la situation actuelle, les enjeux, le rôle de la finance dans une perspective d'avenir durable, soutenable et équitable. Et ils en parlent particulièrement en connaissance de cause. Je vous les présente rapidement, mais je pense que beaucoup d'entre vous les connaissez déjà. Donc Philippe Zawati, pour commencer. Philippe est statisticien et économiste de formation. Vous êtes membre diplômé des actuaires, donc cette science qui permet quand même d'anticiper l'avenir afin de faire des bonnes mesures, et notamment l'actuariat, c'est quand même un métier qui se projette tout le temps dans l'avenir et qui a vocation à essayer de l'anticiper du mieux qu'il est possible. Et cette formation vous a amené finalement à une carrière dans le monde de la finance depuis déjà d'assez longues années, avec notamment des fonctions de très haut niveau en tant que directeur général adjoint ou délégué, si je ne me trompe pas, Philippe, au sein de Natixis Asset Management. Et puis maintenant, depuis plusieurs années, vous avez fondé Mirova, qui est une filiale de Natixis et qui est vraiment ce qu'on appelle un pure player de l'investissement responsable. Et donc, merci encore une fois d'être là. Et je présente Philippe Bertrand, qui, alors pour sa part aussi, a un parcours extrêmement évocateur sur votre connaissance du milieu de la finance. Alors vous êtes inspecteur général des finances, vous avez occupé des fonctions de très haut niveau alors à la Banque mondiale, vous étiez quand même des directeurs généraux de la Banque mondiale, vous avez été directeur administratif et financier du Crédit Agricole, de la Société Générale, rien de moins que ça. Vous avez été conseiller Afrique de Jacques Chirac également, d'où vos grandes proximités avec le continent africain. On aura l'occasion d'en parler pendant ce talk. Et puis depuis maintenant 3 ans, 2017, si je ne me trompe pas, vous êtes le président directeur général d'un fonds d'investissement qui s'appelle Blue Like an Orange Sustainable Capital. Je vous demanderai d'ailleurs au passage tout à l'heure d'où vient le nom. J'ai une clé que j'ai découverte dans votre livre, finalement, où vous citez un poème, et donc ça sera intéressant que vous racontiez aussi l'histoire du nom de votre entité. Alors tous les deux, vous avez commis 2 ouvrages, confinement aidant, si je puis dire. Ça vous a permis de poser la plume sur le papier ou les doigts sur le clavier et de produire 2 ouvrages. Donc, je crains qu'avec mon fond d'écran, on ne voit pas. Oh Philippe, je suis désolé, on ne voit pas la partie blanche. Ça s'appelle Applaudissez-moi, donc l'ouvrage de Philippe. C'est un roman aux éditions Pipa. C'est l'histoire d'un financier qui passe quelques heures longues, mais qui sont l'occasion pour lui de s'interroger et d'expliquer à des enquêteurs du parquet national financier, ou en tout cas qui sont là pour éventuellement identifier votre rôle, le rôle de votre personnage principal dans des détournements de fonds au détriment d'investisseurs, d'un fonds d'investissement dans lequel votre personnage y a mis tout son cœur et toute son âme, un fonds d'investissement qui s'appelle ni plus ni moins que Révolution, qui donc de ce point de vue annonce un peu la couleur. Je pense qu'il y a un petit peu d'autobiographie dans ce roman. Vous pourrez peut-être nous en dire un petit peu plus là-dessus, Philippe, mais il est évident qu'on a le parcours tout au long de ce roman d'un comment peut-on dire, un golden boy
qui a quelque part vécu de plein fouet la crise de 2008-2009, qui a été un facteur déclenchant pour lui dans son parcours professionnel et qui l'a amené à créer ce fonds d'investissement Révolution, qui a vocation à se dédier aux investissements responsables. Et il doit s'expliquer d'un certain nombre de choses que vous désignez à un moment comme une escroquerie philanthropique. Donc l'épilogue, évidemment, on ne va pas le dévoiler, mais c'est au titre de cet entretien, si je puis dire, avec ces inspecteurs, qu'on apprend tout le parcours de ce financier qui a basculé quelque part dans l'investissement responsable. De votre côté, Bertrand, votre ouvrage est celui, alors ce n'est pas un roman, vous êtes vraiment dans un exposé de confinement aidant tous les jours pendant de longues semaines à Washington, dans vos lieux de résidence. Vous avez couché par écrit vos pensées, la façon dont vous viviez ce moment, comment vous l'appréhendiez, votre parcours dans différentes institutions financières institutionnelles, on va dire, telles que la Banque mondiale, vous amenait à vous interroger sur mais comment on va se remettre aussi de cela et comment le rôle, par exemple, des acteurs de la finance très institutionnels que sont la Banque mondiale vont pouvoir l'appréhender. Vous questionnez le cadre légal, vous questionnez cet aspect, comment on ouvre le capot de la finance, qu'est-ce qu'on peut ajuster et pas des ajustements à la marge. Vous utilisez vous aussi le terme révolution. C'est un pont qu'on peut établir entre vos deux opus. Vous évoquez notamment, Bertrand, à un moment, une réunion récente avec, il y a 2 ans, je crois, avec Laurence Tubiana et Joseph Stiglitz dans une conférence où vous indiquez qu'il va falloir être plus radical que l'on ne l'a été jusqu'à maintenant, s'agissant du rôle de la finance, voire qu'il s'agirait d'être révolutionnaire. Et apparemment, M. Stiglitz, au moment où vous évoquiez ce mot-clé so French, hein, qui peut justement aussi avoir ses effets boomerang, semble-t-il apprécier toutefois, venant de vous en particulier et compte tenu de votre rôle dans beaucoup d'institutions et d'organisations aujourd'hui qui visent à réformer la finance, hein, en tout cas à la mettre vraiment sur un braquet d'une autre dimension pour accélérer la transition. Et donc, le mot révolution vous est commun aussi dans vos 2 opus. Ce que je vous propose, c'est de nous expliquer rapidement pourquoi vous avez décidé de prendre la plume l'un et l'autre pendant cette année 2020. Est-ce que, Bertrand, vous sentez de partir sur ce sujet en premier? Pourquoi oui. La plume? Quel est votre objectif en prenant la plume en 2020 sur ces sujets? Si vous voulez, enfin, ma plume est beaucoup moins littéraire que celle de Philippe. Hein. Un roman, ça c'est quelque chose de très spécial. Moi qui aime beaucoup la littérature, je suis très admiratif de ceux qui peuvent imaginer des histoires. Moi, mon seul ancrage littéraire, c'est le nom de mon fonds, Blue Like an Orange, qui est un hommage à Paul Éluard. La terre est bleue comme une orange. Et qui fait écho à un livre précédent que j'avais écrit, qui n'était pas non plus un roman d'ailleurs, il y a une 15aine d'années, avec Michel Cantu, qui s'appelait Eau, E-A-U, sur la problématique de l'eau dans le monde. Et une des premières phrases de ce livre, qui était vraiment né sous ma plume, c'était « La terre aurait dû s'appeler mer car elle est bleue comme une orange ». Et donc quand je cherchais un nom pour ce fond, il y a une espèce de télescopage des idées dans mon cerveau. Je me suis souvenu de ce livre, je me suis souvenu de cette phrase. Et je me suis dit, bah oui, effectivement, c'est ça, bleu comme une orange. La terre, c'est comme ce fruit. Alors, le poème de Paul Éluard, La terre est bleue comme une orange, c'est un des plus interprétés. Il n'a jamais d'ailleurs donné de vraies clés de lecture. Incidemment, il date de 1929, ce qui est une date intéressante pour les financiers. Et bon, je ne sais pas très bien ce qu'il avait fumé avant d'écrire ce poème, qui est pas complètement limpide. Mais l'idée de la planète Terre assimilée à un fruit, moi, me plaît beaucoup. C'est à la fois très riche, plein d'énergie, mais en même temps fragile. Et puis la couleur bleue, c'est la couleur du durable. Donc il y a un peu de tout ça derrière. Donc ça, c'est ma référence littéraire. Mais pour répondre à votre question, moi j'ai pris la plume régulièrement depuis une 30aine d'années, ponctuellement en fonction des choses que j'ai faites. J'avais écrit, après mon départ de la Banque mondiale, profitant notamment d'un an que j'avais passé dans un think tank, Can Finance Save the World, qui était une réflexion sur ce que j'avais vu du système dans mes différents jobs, l'effondrement lié à la crise financière,
les engagements de 2015 sur le développement du la finance viendrait en soutien de tout ça, des sujets dont on a beaucoup discuté avec Philippe à de nombreuses reprises. Et donc, Can Finance Save the World, c'était un livre très optimiste sur la capacité de la finance à accompagner ce que je croyais être un choix de l'humanité vers un développement plus inclusif, plus durable et plus résilient. Et puis là, le livre de cette année, Voulons-nous, entre parenthèses, sérieusement changer le monde, c'est un peu le constat que ça ne s'est pas passé exactement comme on attendait, qu'il y a des très belles histoires comme celle de Mirova, mais qu'il n'y en a pas tant que ça, qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de changer le monde, mais qui ne sont pas si sérieux. Et finalement, je me suis dit, tout ça, je le vois, créant mon propre fonds, confrontant les gens quand je présente le fonds à leurs propres contradictions. Enfin, j'ai eu tout... Et donc, je me suis dit, voilà, en fait, on a vraiment besoin de changer le monde, la référence à la révolution que vous faites. Beaucoup de discussions avec mes enfants en particulier. Et je me suis dit, voilà, je ne veux pas mourir de ne pas avoir dit ça à ce moment de notre histoire collective. Donc, ça peut paraître terriblement arrogant. Mais voilà, je me suis dit, j'ai une histoire qui donne un peu de valeur ou un peu de patine à ces réflexions. Et c'est une bonne discipline pendant ce confinement de s'obliger à mettre ses idées sur le papier. Alors, je l'ai fait de deux manières. J'ai écrit tous les jours pour plutôt les amis, puis ça a pris un peu d'ampleur, une pensée du jour. Et puis cette pensée du jour a contribué à structurer finalement la réflexion qui est devenue cet essai sorti à la rentrée. Merci Bertrand. Philippe, même question. D'abord, avant de répondre à la question, je me rends compte finalement, puisque Bertrand, tu racontes l'histoire du nom de Blue Like and Orange, finalement, entre Blue Like and Orange et Mirova, il y a une ressemblance très très forte, puisque Mirova, le nom vient de Mirovia, qui était le nom de l'océan qui entourait l'une des périodes géologiques où il y a eu un seul continent sur la Terre. Et c'était le nom de la mer, en fait, qui entourait ce continent. Ça vient du mot Mirovia en russe qui veut dire global. Et donc, c'est aussi un nom d'océan. Donc, voilà, c'est finalement, on a une forte relation entre les deux noms. Pour répondre à la question sur pourquoi, on a tous vécu un peu finalement ce moment de vide, en quelque sorte, au moment du premier confinement, une espèce de confrontation à un moment même si on était très occupé par plein de choses, par le boulot, par plein de trucs, il y a quand même cette espèce de moment de vide. Il y a une envie de le remplir. Alors, il paraît que c'est très masculin, ça, de vouloir remplir les moments de vide. Ça vient sans doute de notre incapacité à enfanter. Et donc, il faut qu'on remplisse des cases et qu'on remplisse les vides. Et donc, voilà, l'écriture, ça a été un peu ça. Ça a été ce moment où on se dit... il ne peut pas ne rien sortir de ce moment exceptionnel si à la fin de ces quelques mois de confinement, je n'ai pas écrit un livre, mais qu'est-ce que je vais devenir et donc voilà, ça part vraiment de ce besoin, de cette envie. Et puis le deuxième élément, c'est que en fait, j'ai écrit c'est le quatrième roman que j'écris. Donc, alors, j'invente un peu des histoires, mais c'est quand même beaucoup lié souvent à des contextes historiques ou à de la réalité. Et en fait, le premier roman que j'ai écrit, c'était au moment de la crise financière de 2008. Et c'était l'histoire effectivement de ce Golden Boy de Lehman Brothers qui se retrouvait éjecté de sa banque avec un carton dans les bras. Et donc, ça a été pour moi aussi un moment ça a été aussi un déclenchement des évolutions, y compris professionnelles, pendant cette période-là. Et là, je me suis dit, on vit effectivement une deuxième crise majeure, qui est pas financière cette fois, mais qui est extrêmement puissante et qui fait écho à cette crise financière. Et donc, qu'est-ce qu'il est devenu, ce gars de la crise financière de 2008 ? Je me suis posé la question et donc j'ai eu envie de raconter à nouveau son histoire. Merci. Et justement, alors ça donne lieu à... Il est vrai que tous les deux, vous êtes dans des registres donc, assez différents, évidemment, mais le sujet et le cœur du sujet, ça reste la finance. C'est le rôle que la finance devrait jouer pour nous amener vers une transition durable, équitable. Alors, Bertrand, à un moment, vous citez
vous citez à plusieurs reprises certains leaders politiques. Alors, ça va nous emmener vers les ODD après, hein, qui nous sont communs. Hein, mais vous citez Lénine, par exemple, qui dit qu'il y a des décennies où rien ne se passe et des semaines qui valent des décennies. Bon, les semaines qui viennent de s'écouler, manifestement, ressemblent un peu à celle-ci. C'est peut-être un peu difficile d'anticiper ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais néanmoins, la citation, elle était vraiment assez emblématique là-dessus. Et finalement, vous citez un autre grand leader politique, Churchill, qui indiquait qu'il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Bon, alors, quand on a dit ça, avec ces propos qui sont tenus par, alors là, pour le coup, des personnalités politiques, comment vous voyez, ne serait-ce que les prochaines semaines? Parce que quand on regarde un petit peu vos propos, vous indiquez par exemple que l'effet papillon paraît devenir la norme. Alors quand on parle d'effet papillon, on parle de quelque chose qui peut nous ramener à l'individu, personne physique, et vous en parlez hein, comme étant, vous terminez votre ouvrage avec 12 guidelines, pour parler en bon français, hein, et parmi lesquels il y a, chacun peut avoir à son propre niveau sa responsabilité. Est-ce que vous avez constaté, depuis que vous l'avez écrit votre livre, qu'il y a des effets papillons peut-être inattendus que vous avez observés, ou des choses qui sont à l'œuvre, qui vous rendraient optimiste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit quand on évoque cette notion d'effet papillon? Non, on pourrait parler d'effet chauve-souris, d'effet pangolin d'ailleurs cette année, mais je ne suis pas encore optimiste. Alors, je suis optimiste de tempérament, mais comme on dit de mon côté de l'Atlantique, the jury is out. C'est-à-dire que on a beaucoup phosphoré, moi le premier, sur le monde d'après, beaucoup de pétitions, beaucoup de déclarations, beaucoup d'engagements, etc., dont on ne sait pas très bien le degré de sérieux, le degré de contrôlabilité, etc. Donc oui, il y a des choses qui se passent. L'Europe a plutôt été en moyenne une bonne surprise. Oui, c'est vrai que la vague générale dans nos secteurs, Philippe et moi, l'engagement sur tout ce qui est ESG, le fait qu'on parle d'impact un peu davantage, qu'il y a des grands engagements, tout ça est plutôt positif. En même temps, il ne faut pas se raconter d'histoire. Le logiciel n'a pas fondamentalement changé. On reste à la marge. On voit bien, on a célébré les 5 ans des accords de Paris, qu'il y a du progrès. Un certain nombre de pays, les États-Unis vont revenir dans l'accord et un certain nombre de pays ont pris des engagements, mais on voit qu'on n'est pas encore sur la bonne trajectoire. On voit qu'en matière d'inégalité, le Covid, et sur le plan sanitaire, et sur le plan social, et sur le plan économique, a plutôt creusé les inégalités que contribué à les réduire. Et donc, on voit bien qu'on n'a pas encore validé l'injonction de Churchill. Il ne faut pas gâcher une bonne crise. Je pense qu'on avait assez largement gâché la crise de 2008-2010. On avait plutôt colmaté les brèches. Alors, on peut dire que c'était pas mal parce qu'on n'est pas mort, mais on n'avait pas touché le cœur du problème. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de finir le travail? Je ne sais pas encore. Je le souhaite, mais je ne sais pas encore. Je me retourne vers Philippe. À un moment, votre personnage, Samuel K., quand il est interrogé là, par cet inspecteur de la brigade financière de Paris, qui lui dit « Alors, vous êtes fier de vous, vous avez réussi ?» Il dit « Non, j'ai raté, j'ai échoué sur toute la ligne. » Quand il dit ça, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire par échouer, et parce qu'il a réussi un truc quand même, manifestement. Mais quand il évoque ça, on se demande s'il est en train d'évoquer son projet entrepreneurial Révolution, qui a vocation, encore une fois, je le rappelle, à être un fonds d'investissement responsable, donc qui booste les activités économiques qui sont compatibles avec les enjeux climatiques et qui créent de l'impact sociétal positif, on va dire. C'est vraiment l'ADN de Révolution, son fonds d'investissement. Alors, quand il dit « Non, j'ai échoué sur toute la ligne », qu'est-ce que vous entendez par là? Quelque chose de pas très différent de ce que Bertrand vient de dire, c'est-à-dire que on a ce besoin d'action en permanence. On a vraiment envie de changer le monde et donc de changer les choses, et donc on est dans l'action, et quand on est dans l'action, on a le sentiment que les choses bougent parce qu'on est dans le mouvement. Et puis quand les choses s'arrêtent et qu'on fait un bilan, qu'on regarde, on a ce constat que
qu'on a fait un tout petit morceau du chemin et qu'effectivement, le cœur du système n'a pas bougé. Donc, c'est ça qui regarde. Il dit, voilà, il a vécu la crise financière de 2008, il a essayé de se réinventer, il y a une espèce de réinvention par d'autres moyens et il a pensé qu'effectivement, il allait pouvoir changer le système et puis il n'y arrive pas. Et alors, pour revenir justement sur le moment de la pandémie et de la crise et de toutes ces tribunes, d'ailleurs, à un moment donné, il parle de toutes les tribunes sur le monde d'après qui sont apparues partout, là. Et d'ailleurs, on remarque de façon assez étonnante à quel point, pendant ce deuxième confinement, on n'a absolument plus de tribunes sur le monde d'après. Hein, ça a complètement disparu. Et il se rend compte, voilà, il dit à un moment donné, il lit toutes ces tribunes et puis il est désespéré parce qu'il se rend compte qu'en fait, c'est du recyclage, enfin, que tout le monde se sert de ces tribunes du monde d'après pour recycler des idées anciennes et qu'il n'y a pas un vrai changement sincère et fort pour modifier le cœur du système. Donc voilà, donc moi je suis, alors c'est peut-être un peu l'inverse de Bertrand pour le coup, c'est que moi je suis un pessimiste de nature et que de temps en temps je me crois être optimiste dans le feu de l'action. Voilà, et c'est un petit peu ça ce que le personnage raconte d'une certaine façon. Et parce que l'aspect vitesse, tout à l'heure, on évoquait l'effet papillon, là, Bertrand. Mais à un moment, vous évoquez que nous avons renforcé le système financier. Non, pardon. Aller vite n'interdit pas d'appuyer sur la touche pause. Bon, cette phrase-là, je pense qu'elle nous positionne bien dans le moment dans lequel on est. On a des urgences climatiques, sociales, très prégnantes. Et il faut les solutionner avant d'atteindre des seuils où il n'y aura plus de retour en arrière, éviter des effets cliquets. Et pourtant, vous dites qu'il faut, a priori, appuyer sur la touche pause. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un financier comme vous ? Ouais, enfin, c'est une image. J'avais fait aussi un montage de photos, je me souviens, pendant le confinement, sur l'idée, on l'a bien vu, c'était les politiques des banques centrales, les politiques des États, et hop, on continue, et on a appris les leçons de la fois d'avant, et on rebalance le quantitative easing, on rebalance du soutien budgétaire, ce qui était probablement la bonne chose à faire. Mais à aucun moment, on se dit, mais au fond, que veut-on faire ? Et de même qu'en 2008-2010, on a tout de suite, on a fait de la médecine militaire, on a colmaté les brèches, on a dit bon, on va durcir les ratios, on va recapitaliser, etc. Et on ne s'est pas posé la question de dire mais au fond, attendez, où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on n'est pas en train de retaper un bateau qui va finir par couler de toute façon ? Est-ce que ce n'est pas le moment de passer du colmatage au grand carénage ? Et aujourd'hui, d'une certaine manière, le gars qui sortait de chez Lehman, dont parlait Philippe tout à l'heure avec sa caisse, il est là en disant mais où est-ce que je vais ? Et finalement, on repart dans la même direction, on remet la pile et on avance. C'était les pubs Bernard Tapie du Racel, qu'est-ce qui fait courir ? On reprend et finalement, on n'est pas capable. Il y a plein de raisons pour ça, la pression politique, le poids de l'immédiateté, etc., qui fait qu'on n'est pas capable de se dire mais attends, est-ce qu'on n'est pas en train de collectivement partir de nouveau par inertie, par habitude, par pression du système, comme avant. Et alors là, on était en milliards en 2000, en dizaines de milliards en 2007, en centaines de milliards maintenant, en milliers de milliards. C'est ce que Mario Draghi a dit d'ailleurs hier. Il a dit on va juste rajouter un zéro de plus. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un peu symbolique la touche pause, parce que la réalité c'est qu'on ne sait pas sur quel bouton appuyer, et qu'en même temps c'est bien ça dont on a besoin. On ne peut pas juste continuer à courir comme si de rien n'était. Et en parlant de pause, votre personnage, Philippe, il fait une sacrée pause après 2008-2009. Bon, hein, il fait le point. Il part près de 2 ans à voyager, pour une bonne part en Afrique. Et en fait, c'est une façon pour lui de se ressourcer. Est-ce que oui, la pause l'amène à rencontrer
à rencontrer les enjeux d'intérêt commun. Et là, c'est une femme qu'il rencontre. Cette rencontre est un basculement. Est-ce que vous pouvez le raconter? Parce qu'il y a un aspect qui est assez intéressant. D'abord, c'était une réunion dans laquelle il avait manifestement un intérêt, c'était qu'il devait rencontrer quelqu'un de la Banque mondiale, parce qu'il était en train il était dans un certain nombre de démarches, et puis finalement, c'est une femme qui attire son regard et son attention, et qui l'amène à entre guillemets, peut-être pas le convertir, ce serait peut-être pas le mot adapté, mais en tout cas, à tomber amoureux, et puis surtout être à l'écoute d'un discours sur, là en l'occurrence, elle travaille pour l'UICN, hein, et donc elle est sur ces enjeux de préservation des espèces en voie de disparition, etc. etc. Est-ce que vous pouvez raconter le rôle de cette femme dans ce parcours? Et il y a deux autres femmes dont je voudrais que vous me parliez aussi un moment après, qui jouent un rôle clé. Bon, c'est un livre féministe, hein, mon roman. Alors, bon, Chiara est la femme qu'il rencontre. Alors, vous savez, cette année 2020 devait être la grande année de la nature, avec un certain nombre de grands événements qui devaient avoir lieu cette année en 2020. Un premier événement qui devait avoir lieu au mois de juin à Marseille, qui est le congrès de l'IUCN, qui est le grand congrès de la nature qui a lieu tous les 4 ans. On dit ça, c'est une espèce de Jeux olympiques de la nature. Et puis, il y avait un deuxième événement qui était la COP de la biodiversité qui devait se tenir à Kunming en Chine au mois de septembre. Alors, finalement, l'année 2020 a été une année de la nature, mais un peu différente de celle qu'on attendait. Et ça sera peut-être 2021. Donc là, on vient d'apprendre que le sommet de la nature à Marseille serait finalement programmé du 3 au 11 septembre 2021, toujours à Marseille. Et en fait, donc, j'imagine que cette rencontre a lieu lors du précédent congrès de la nature, donc il y a 4 ans en fait. Et ce précédent congrès de la nature s'était tenu à Hawaï. Alors, j'y étais pas. Je ne sais pas si tu y étais, Bertrand. Mais... Non, malheureusement. Je n'y étais pas. Ça a été c'est toujours des très grandes messes, très grands moments. Et ça avait été l'une des dernières grandes apparitions internationales de Barack Obama, quelques mois avant la présidentielle et l'élection de Trump. Donc voilà, donc j'imagine cette rencontre à ce moment-là avec cette spécialiste des espèces en disparition qui fait une conférence sur quelques espèces en disparition, et principalement l'une en fait, qui est l'une des espèces les plus braconnées au monde, qui est un petit animal avec des écailles qui s'appelle le pangolin. Voilà, et donc effectivement, voilà, ce lien entre la nature et la finance, voilà, c'est un des éléments clés de ces dernières années, de ce moment qu'on vit, se rendre compte que il n'y a pas d'interdépendance, il n'y a pas d'indépendance entre le monde économique, entre la vie économique, entre la vie du business et la nature. C'est un leurre total, et cette reconnexion est évidemment essentielle. On a beaucoup parlé du climat, mais le sujet de la nature est évidemment extrêmement clé. Voilà. Donc c'est la première des 3 effectivement féminins qui viennent changer un peu l'esprit de mon héros. Alors, il y a un deuxième personnage, alors masculin celui-ci, mais à peu près dans le même trait de temps, qui l'amène à voir ce qu'il pourrait, en fait, quelle pourrait être sa contribution en tant que financier. C'est qu'il rencontre lui-même un ancien financier, mais qui travaille maintenant pour le programme des Nations Unies pour l'environnement, et en fait, qui lui explique un mécanisme financier auquel manifestement il n'avait jamais pensé, qui peut vraiment être extrêmement utile, en particulier pour la préservation des forêts. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus? Parce que la façon dont dans le roman c'est exposé, c'est très clair, et c'est vrai que là, c'est un peu une espèce de alléluia. En fait, mon expertise peut se mettre au service de l'intérêt commun. Et il parle notamment de ce fameux REDD+. Hein. C'est peut-être l'occasion d'en faire la pédagogie, Philippe, là d'ailleurs, pourquoi pas. Un moment de rédemption, en fait, quelque part, c'est que voilà, c'est un trader, il a vécu toute sa vie dans ce monde de la finance
finance dure, et on lui explique qu'effectivement, il y a des nouveaux mécanismes qui permettent de transformer le carbone séquestré dans des arbres en crédit financier. Et là, il a une espèce de, voilà, de, de rédemption. Il se rend compte qu'en quelque sorte, finalement, il dit, voilà, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, mon métier que je pensais être utile uniquement à faire des mauvaises choses, finalement, il peut être utile à faire des choses positives. Et donc, il va essayer de se réinventer en se disant, mais c'est de la finance tout ça, c'est de la finance. Mais alors, je ne m'étais pas rendu compte effectivement que finalement la finance pouvait aider à sauver le monde. Et donc, il se lance dans la création effectivement de cette société de gestion qui s'appelle Révolution et qui va donc utiliser la finance pour le bien, pour l'intérêt général et le bien commun. Bertrand, Philippe évoquait tout à l'heure finalement les tombereaux de tribunes, prise de parole, contribution sur le monde d'après. Vous l'évoquez à un moment explicitement en disant que nous avons beaucoup parlé ces derniers mois de changement, de monde d'après, de renouveau. Je crois pourtant que parler ne suffit plus. Alors, bon, là, on est en train de bavarder, mais vous avez écrit, vous avez évoqué des pistes pour comment on met les mains dans le cambouis, dans le moteur de la finance. Quelque part, faut qu'on en vienne à des aspects un peu techniques. Je pense que c'est aussi utile et c'est la vocation de votre ouvrage, en particulier Bertrand. Alors, vous utilisez une métaphore qui est jolie, hein. Je ne sais plus d'où elle vient, vous allez le repréciser sans doute, mais la marée basse qui fait apparaître des rochers. Bon, là, on est devant une immense marée basse qui fait apparaître des rochers qu'on voulait peut-être ignorer ou certains qui étaient encore trop méconnus. Et un des rochers, là, manifestement, on arrive directement dans la technique, hein, Bertrand, mais vous connaissez tellement ça sur le bout des doigts que vous n'avez pas de surprise et vous allez tout de suite rebondir. Mais vous nous évoquez un peu l'impact de cette notion du taux négatif. Et vous nous dites à quel point ça va constituer finalement, c'est un symbole d'un nouveau rapport au temps. Alors, est-ce que vous pouvez faire un peu la pédagogie de cette notion de taux négatif qui est en train de s'installer pour qu'on le comprenne? C'est très compréhensible dans votre ouvrage justement, hein, mais là, si vous pouviez nous en faire un peu le topo, parce que voilà, le gros rocher du taux négatif qu'on est en train de découvrir, il va manifestement changer notre rapport au temps, en particulier dans la finance. Pourquoi et de quelle manière? Alors, beaucoup de questions. La première, la marée, évidemment, je file l'image de Warren Buffett qui, en 2008, avait dit c'est quand la marée baisse qu'on voit qu'il se baigne sans maillot. Et j'ajoutais en général à mes étudiants, on s'est rendu compte qu'on était dans un camp de naturistes, parce qu'effectivement, on était tous convêtus, si je puis dire. Et là, on revoit, après la marée du siècle de 2008, on se retape une deuxième grande marée qui, en se retirant, laisse un paysage profondément transformé et un paysage de la finance profondément transformé. Même si la pandémie n'est pas une crise en soi de la finance, n'est pas une crise en soi de la mondialisation du capitalisme, des pandémies, il y en a eu sous toutes les latitudes à tous les siècles, mais ça révèle, ça accélère, ça amplifie un certain nombre de tendances. Donc, quand on se retrouve sur une plage qui a été transformée, on voit qu'il y a un certain nombre de choses liées à la finance et à la monnaie qui étaient déjà là avant et qui prennent de l'ampleur après. J'en mets en avant deux qui nous forcent à réfléchir à nos outils, à notre approche. Le premier, je vais y revenir, c'est les taux zéro, voire négatifs, qui est quelque chose de très particulier. Et le deuxième, c'est toutes les réflexions sur les cryptocurrencies, le nouveau rapport à la monnaie. Et voilà, c'est quand même des choses. Moi, j'ai toujours vécu, et comme Philippe, on a appris à l'école que les taux n'étaient pas négatifs et que la monnaie, il n'y en avait qu'une, qui était la monnaie qui avait force de circulation dans un pays, qui avait un truc qui s'appelait le marché d'échange, et que tout ça était à peu près bien organisé. Et on voit bien que ces deux sujets-là sont plus aussi stables aujourd'hui qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, et que rien que ça va nous obliger à repenser un certain nombre de choses. Alors, sur les taux zéro ou très faibles, ce n'est pas complètement nouveau. Ça faisait 2-3 ans qu'on était là-dessus. Les taux baissent, je dirais séculairement. Certains font même remonter ça à la création des banques centrales au XVIIe siècle. On ne va peut-être pas avoir ce débat ce soir. Mais enfin, en tout cas, depuis une trentaine d'années, on voit bien qu'il y a une baisse générale des taux. On est passé au taux négatif. Alors, jusqu'à 2015-2016, le taux négatif, c'était une anomalie. De mémoire, je crois qu'il y avait une expérience de taux négatif quelques jours à Hong Kong, où la monnaie de Hong Kong est liée au dollar, il y avait des pressions,
et l'autorité monétaire de Hong Kong avait laissé quelques jours le taux négatif pour bien montrer sa détermination à conserver le lien dollar de Hong Kong, dollar. Et en général, ça faisait l'objet d'une petite box dans les manuels de finance pour dire que c'est un peu théorique, c'est arrivé une fois, mais enfin, en gros, le taux, il y a une barrière à zéro, on ne sait pas faire en dessous. Et puis, on est arrivé dans ces zones-là 2015-2016, en Europe en particulier, au Japon. Et alors, on a commencé à trouver plein d'explications sur le thème. Non, mais en fait, c'est négatif, mais c'est le taux du coffre-fort. C'est-à-dire que si vous retirez votre argent de la banque et que vous le stockez, vous allez payer une location d'un coffre. Et au fond, vous êtes mieux de laisser ça à la banque, même si ça fond un peu tous les jours. Enfin, on a réexpliqué tout ça et on s'est habitué à vivre avec ça en se disant c'est une anomalie. Les taux vont remonter, et on a cru que les taux allaient remonter avant le Covid. Bon, évidemment, le Covid est arrivé, alors là, on est passé à toute vitesse, les Américains aussi, vers des taux très proches de zéro. Alors, quel effet ça a ? Ça a des effets sur le système financier, d'abord, évidemment. Une banque dont le métier central est la transformation, c'est-à-dire de prendre des dépôts gratuits pour les prêter avec une marge, si effectivement les taux s'écrasent et se rapprochent de zéro, l'activité de transformation est de moins en moins lucrative. Point numéro 1. On a tout le système de la gestion d'actifs, des assureurs, des fonds de pension, tous les équilibres actuariels, Philippe connaissait infiniment mieux que moi, qui sont un peu bouleversés quand on joue avec des taux zéro. Donc on a un sujet dans le secteur financier proprement dit qui doit se reposer la question de ses fondamentaux. Et puis on a un sujet qui est plus nouveau, qui est le sujet des inégalités, puisque les taux zéro, c'est une formidable machine à accroître les inégalités. Pourquoi ? Alors, je vais être un tout petit peu caricatural et simpliste, parce qu'en fait, les taux zéro font que quand vous avez déjà quelque chose, ce quelque chose va prendre de la valeur assez mécaniquement. Vous allez actualiser la valeur future avec un taux de plus en plus bas. On voit bien, vous combinez ça avec l'action des banques centrales et la liquidité abondante, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ceux qui ont déjà de l'immobilier ou des actions se portent plutôt mieux en sortie de Covid qu'en entrée de Covid. C'est la fameuse reprise en cas des Américains. Il y a ceux qui bénéficient du Covid et puis ceux qui plongent avec le Covid. Et comme je le disais une fois à un journaliste, vous avez déjà 1 milliard aujourd'hui, on vous prête un deuxième milliard à zéro, et grâce à ce deuxième milliard à zéro, vous pouvez investir dans le private equity qui vous ramène du 15%. Et donc, vous avez le triple effet qui se coule où ça va de mieux en mieux. C'est l'évangile des talents, je crois, qui conclut en disant à ceux qui ont, on donnera encore plus, à ceux qui n'ont pas, on enlèvera même le peu qu'ils ont, ce qui était un évangile qui m'a toujours troublé. À l'inverse, quand vous n'avez rien, quand vous n'héritez de rien, que vous ne possédez rien, d'abord, en sortie de Covid, il est probable que les salaires vont être capés. Enfin, on est dans une période de crise économique, donc il n'y aura pas, à part quelques spécialités particulières, en moyenne, les salaires vont rester un peu contraints. Donc, vous allez avoir une capacité d'épargne plus faible, et cette capacité d'épargne plus faible, elle ne va rien vous rapporter, parce que vous allez la mettre en assurance vie ou en livret A, et ça vous rapporte zéro. Donc, la marche pour accéder à quelque chose va être de plus en plus haute. Donc, quand vous êtes du bon côté de la barrière, vous prospérez naturellement. Quand vous êtes du mauvais côté, la barrière devient de plus en plus haute. Et ça, la machine est partie. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui avance et qui va être dévastateur si on ne met pas en place les correctifs, qui ne sont pas simples d'ailleurs, pour faire face. Je ne sais pas si c'est assez clair. J'étais un peu long, pardonnez-moi. Non, mais c'est bien parce qu'en même temps, ça permet de mettre en perspective cette notion. Et sur les correctifs, on va y revenir un petit peu dans un autre temps de notre échange. Merci Bertrand. Philippe, on reprend vos personnages féminins. Il y en a un deuxième qui est important parce qu'en plein confinement, votre personnage, Samuel K., il est confiné dans un bel appartement de 200 mètres carrés, en plein Paris, entouré de ses livres, de ses œuvres d'art. Et à un moment, justement, il évoque mais comment l'art va se sortir de cette pandémie. Il se pose la question et il fait même une affirmation. Si de cette crise ne naissent pas des œuvres d'art sublimes, les collapsologues auront raison pour de bon. Alors, il y a vraiment un aspect, c'est dans la tourmente que l'inspiration géniale peut surgir. Et c'est vrai, vous évoquez le Guernica à un moment en comparant avec un post sur Instagram de Banksy qui dit, je ne sais plus, en parlant de quelque chose de très domestique avec son épouse, en disant on est loin de Guernica. Donc effectivement, on est loin de Guernica dans le post de Banksy. Est-ce que vous avez vu une œuvre sublime surgir là depuis le début de cette vie en confinement ?
tristement, non, pour l'instant. Enfin, bon, ça va pas tomber dessus comme ça, mais c'est vrai que cette question de la culture et de l'art, on voit bien hein, que ça focalise beaucoup de discussions, de débats aujourd'hui. On a eu la question de l'ouverture des librairies et maintenant le spectacle vivant qui est en train de s'écrouler, de disparaître. Certains disent qu'après la crise, on n'aura plus que de la culture subventionnée. Y a cette relation à l'art est quand même quelque chose de fort. Enfin, je pense au-delà des solutions économiques, financières et monétaires qu'on peut imaginer. Je crois que s'il n'y a pas de rebond humain, d'une certaine façon, et l'art est l'expression la plus forte de ce rebond humain, et là, ça sera un très mauvais signal sur l'état globalement de la société. Et c'est vrai que, bon, voilà, ce que dit mon personnage en s'amusant, de dire oui, effectivement, on est loin de Guernica, on a eu. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui comme expression de l'art? On a les vidéos do it yourself qui font des millions de vues sur YouTube. On a les vidéos TikTok et puis on a Banksy qui est l'exemple de l'artiste subversif, celui qui a fait détruire son œuvre en direct dans une vente aux enchères, donc qui est un peu l'exemple de ces artistes très engagés aujourd'hui, qui fait un tweet en faisant une photo de ce qu'il a fait dans son appartement. Il a dessiné des petites souris sur ses toilettes et sur sa baignoire dans sa salle de bain, et il dit « Ma femme n'aime pas quand je travaille à la maison ». Et donc voilà, c'est vrai que si on en arrive là, c'est qu'on a vraiment une crise profonde, y compris de civilisation en réalité. Et alors, je ne sais pas si c'est à mettre en regard des taux d'intérêt négatifs, mais c'est quand même un petit peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et qui fait aussi référence à cette explosion du numérique et des grands géants du numérique, parce que Bertrand parlait des inégalités tout à l'heure et du creusement des inégalités. Il y a aussi un autre élément qui saute aux yeux aujourd'hui, c'est que si on regarde l'indice SP500, l'indice des plus grandes valeurs américaines, si vous regardez le poids des 5 plus importantes valeurs dans cet indice, aujourd'hui, ça représente 25% de l'indice. C'est jamais arrivé depuis les années 60-70 où il y avait cette concentration qui existait parce qu'il y avait des grandes, des giga-entreprises industrielles, les General Electric, General Motors, qui représentaient une grande partie de l'économie. Depuis, ça n'était jamais arrivé. Et on a une explosion de cette concentration de toute la valeur, non seulement entre les mains de quelques personnes, mais entre les mains de quelques entreprises qui, par ailleurs, ne contribuent pas de façon faire à l'intérêt général à travers l'optimisation fiscale. Donc voilà, on est là-dedans aujourd'hui, donc dans un monde qui a une très forte concentration des richesses d'un côté et effectivement une culture qui semble être le laissé pour compte et qui a du mal à rebondir dans ce contexte-là. Et c'est vrai que toutes les réactions que je vois aujourd'hui dans la presse, où finalement le monde de la culture dit je n'arrive pas à m'en sortir, et parle très peu de création, on parle de crise économique, parce qu'économiquement, ils n'arrivent pas à en sortir, est assez désespérant quand même, malgré tout. Bon, d'ailleurs, votre personnage, il est un peu désespéré, parfois, parce qu'à plusieurs reprises, alors, le petit marteau vert était un jouet. Donc ça fait référence à ce petit marteau à Paris, pendant la COP 21, avec Monsieur Fabius, voilà, qui met un terme pour une nouvelle ère pleine d'espoir avec cet accord de Paris. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Dit les municipales de 2020, avec les municipales de 2020, j'avais perdu toute illusion sur nos hommes politiques, hein, et leur considération de l'intérêt commun. Ça va m'amener à la finance, hein. Mais voilà, il y a vraiment ce personnage, il est assez désillusionné. À propos de lui-même, il évoque avoir échoué sur toute la ligne en disant que je servais d'alibi. Alors la question, c'est est-ce que c'est toujours le cas, cette sensation de servir d'alibi dans le moment dans lequel on est, ou au contraire, là, c'est plus les habits de l'alibi qui comptent, là, c'est l'habit de la solution, quelque part, si je puis dire.
Est-ce que finalement, ce point négatif, c'est tous ces propos-là de votre personnage, il y a un reflet inversé maintenant qui peut quand même aussi surgir sur le fait qu'en fait, maintenant, c'est plus que confirmé. L'avenir doit être sur, et c'est ce que votre personnage dit, et là je vous laisse le soin de réagir, Philippe, c'est « je m'étais nourri du système, désormais je vivais de sa contestation ». Oui, non, mais cette sensation, ce sentiment à un moment donné de se faire rattraper par le système et digérer par le système, c'est quelque chose que je pense qu'on a tous un peu ressenti à un moment ou à un autre. Et c'est, je crois, une des grandes questions aujourd'hui, y compris de la finance durable. Hein, c'est ce que je dis assez souvent, c'est que pendant très longtemps, on a vécu dans un monde avec un certain nombre de pionniers qui ont essayé de dire il faut effectivement changer le monde, la finance peut être un outil pour cela, et qui ont donc agi, pris des initiatives, et qui ont souvent d'ailleurs un peu parlé dans le désert pendant très longtemps. Et puis finalement, ils ont fini par réussir, d'une certaine façon, à mettre le sujet sur la table de façon majeure. Et aujourd'hui, plus personne ne conteste le fait qu'effectivement, on a des enjeux énormes et que le système financier doit se réinventer pour y répondre. Donc, on a d'une certaine façon réussi cette première étape qui consiste à mettre le sujet sur la table. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on dit dans le monde de la finance, que effectivement tout ça est en train de devenir mainstream, c'est-à-dire de se généraliser. Et on n'a plus un financier aujourd'hui qui ne parle pas de ESG, d'environnement, de social, de gouvernance, d'investissement responsable, etc. Et donc la question qui se pose à ce moment-là, et je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins, c'est de savoir est-ce que ça veut dire qu'on a complètement réussi et que le système va changer, ou est-ce que, au contraire, le système est en train d'absorber et de digérer cette petite révolte qui n'était pas vraiment une révolution. Et on est à ce moment-là, on est à cette croisée des chemins. Est-ce qu'on va vers une dilution complète, une digestion, ou est-ce qu'au contraire, on va avoir une capacité de transformation? Alors le jury est effectivement toujours en train de délibérer là-dessus, mais voilà, c'est je pense la question qui et de fait, cette sensation quand même de se dire on est quelquefois un peu les jouets d'un système qui nous dépasse. C'est une sensation évidemment qu'on ressent de façon, enfin que mon héros ressent de façon très forte, et que moi j'ai ressenti aussi assez souvent. C'est sans doute pour ça qu'il a cédé à cette tentation qu'on n'évoquera pas, hein, mais qui est d'utiliser son institution pour faire quelque chose à impact tangible. Et on n'en dira pas plus hein, à ce stade-là. Bertrand, dans votre propos aussi, alors vous êtes plus dans le verre à moitié plein, je dirais, en considérant par exemple que l'accord de Paris, bon, on n'obtiendrait jamais un accord comme ça aujourd'hui. Donc déjà, on a une feuille de route. Vous l'auriez peut-être réécrit différemment, dites-vous, sur certains aspects. N'empêche, on l'a. Faisons avec et faisons au mieux, sans arrière-pensée ni fausse pudeur. Alors quand vous dites ça, voilà, on a ces outils. Vous évoquez, je crois, avec cette citation, l'accord de Paris. Non, les ODD, pardon, autant pour moi, ce sont les objectifs de développement durable dont vous parlez en ces termes. Faisons avec, faisons au mieux, sans arrière-pensée. Mais ça pourrait être quoi, ces arrière-pensées? C'est toutes les arrière-pensées sur le thème, puisque ça ne marche pas, essayons de remettre quelque chose sur la table, on repart pour 15 ans de négociations, on n'aboutit à rien. Donc encore une fois, le dispositif adopté en 2015, les accords de Paris, les objectifs de développement durable, les engagements sur le financement du développement, ils ne sont pas parfaits. On voit bien qu'il y a plein de choses qui ne sont pas claires. Mais je suis désolé, j'ai une urgence, je vais devoir vous laisser dans 3 minutes, pardon, ce n'était pas prévu. Mais qu'il faut qu'on fasse avec cette feuille de route.
Et donc voilà, je pense qu'il faut qu'on fasse avec. Elle n'est pas parfaite, c'est celle qu'on a. L'état de coopération au niveau de la planète aujourd'hui est très faible. On n'arrivera pas à refaire quelque chose dans les années qui viennent autour de ça. En revanche, on reste tous engagés, les Américains reviennent. Donc travaillons au mieux avec ce qu'on a. Je suis confus, j'avais complètement oublié, j'ai un call que je vais devoir prendre. Je suis absolument… On vous en veut pas. On vous laisse à cette urgence, il n'y a pas de souci. Philippe, on poursuit un petit peu tous les deux, si vous voulez bien. Merci à tous pour votre compréhension. À bientôt, Bertrand. Merci. Et vraiment, c'était un plaisir. Merci. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Bon, Philippe, alors on va parler d'Angèle. Du coup, c'est une victoire totale par KO finalement. Donc, on devait être 3. Finalement, je me retrouve tout seul. C'est ça. Tranquillement. Une espèce de sélection digitale naturelle qui opère. Bon, ça va nous permettre de parler d'Angèle et de Solène. Avec plaisir. Parce qu'Angèle, elle débarque dans l'environnement de votre personnage en plein confinement. Il s'apprête à faire un truc qu'il n'a jamais fait de sa vie, c'est-à-dire accueillir un étranger ou une étrangère de sa vie sociale dans son appartement si grand et si vide. De quoi retourne-t-il autour d'Angèle? Angèle est une infirmière. Je crois que ça a été en quelque sorte un peu le symbole, malgré tout, au moins du premier confinement, cette crise. Si on a une image qui apparaît, c'est celle de l'infirmière. Bon, ouais, il y a eu des photos, des belles photos, des dessins. Je pense au dessin de Manara, notamment, de cette infirmière qui est superbe. Et donc, il y a effectivement cette image de l'infirmière. Et donc là, en fait, elle s'appelle Angèle, c'est l'ange venu du ciel. Et elle est comme beaucoup d'infirmières pendant le premier confinement. Elle habite Bordeaux et elle vient porter un renfort aux hôpitaux parisiens qui sont débordés. Donc, elle est appelée, elle est volontaire pour aller travailler à la Pitié, à la Salpêtrière, pour aider donc, les équipes de réanimation. Et elle cherche un logement, puisqu'elle débarque à Paris, elle n'a pas de logement à Paris, et donc elle passe une petite annonce pour dire, voilà, je cherche un logement gratuit pour quelques semaines, le temps de mon passage à Paris. Et effectivement, le héros qui est le financier, le grand financier international, qui est tout seul dans son appart, parce que sa compagne est en Suisse, il est tout seul dans son appart et il voit cette annonce. Et puis, en fait, il dit j'en avais vu déjà passer plein des annonces comme ça, mais jusqu'à présent, je ne les regardais même pas. Je considérais qu'elles ne me concernaient pas, un peu comme quand on est tout seul dans sa voiture et qu'on roule à grande vitesse sur une route nationale et qu'on voit des autostoppeurs le long de la route et qu'on considère que ce n'est pas pour nous et on continue à rouler. Et là, il s'arrête finalement. Exceptionnellement, il s'arrête et il se dit eh bien, si je recevais cette infirmière, si je lui donnais la possibilité de venir chez moi. Et donc, il l'appelle et puis il lui offre une chambre chez lui pendant la durée du confinement. Voilà. Et évidemment, ça va être un choc parce que il est confronté du coup à la dureté réelle de l'épidémie, la voir rentrer tous les soirs avec les marques sur le visage. Et il est confronté à cette situation où finalement, il se retrouve avec une des premières de cordée dans son appartement. Et il se rend compte que finalement, ce qu'il dit, c'est, pour revenir un peu au sujet des inégalités dont on a parlé tout à l'heure, on est cette épidémie réinvente l'ancien régime. Ça réinvente l'ancien régime parce que d'un côté, on a l'aristocratie, donc les aristocrates qui sont confinés dans leur bel appartement parisien ou, pour beaucoup d'entre eux, dans leur gentilhommière provinciale, puisque beaucoup sont allés en province, beaucoup de ses amis sont partis en province dans leur maison de campagne. Et puis on a le nouveau clergé,
qui est représenté par les médecins. Et on l'a vu, hein, à quel point on a vu des médecins partout, dans les télés, dans les télés en continu. Et donc, il y a cette espèce de nouveau clergé, y compris d'ailleurs le conseil scientifique. Et donc, c'est ces nouveaux temples que sont les hôpitaux pendant cette phase de crise. Et puis, on a le nouveau tiers-état qui est là, qui sont toutes ces personnes qui sont jetées dans les rues tous les matins pour faire les tâches essentielles, c'est-à-dire les caissières, les aides-soignantes, les infirmières, et donc beaucoup de femmes. Et donc, il y a cette confrontation avec l'idée que ce sont les femmes qui sont en première ligne aujourd'hui dans cette guerre contre le virus. Voilà, donc ça va être effectivement un moment fort qui va le pousser à prendre des décisions un peu différentes. Alors, ce qui donne de l'espoir d'ailleurs dans votre roman, c'est cet aspect. Alors, il y a cette femme qui s'introduit dans sa vie, qui le met un petit peu face à une certaine inutilité, la sienne, face à l'utilité essentielle de cette infirmière ou aide-soignante. Mais ça le met dans une position de réflexion pour passer à l'action. Et là, pour passer à l'action, en fait, il va faire appel à une autre femme, jeune femme, qui incarne un peu cette génération de gens qui veulent changer les choses pour se faire, décident d'entrer dans le monde de la finance, signe par ailleurs le pacte de toutes ces jeunes, plus de 30 000 étudiants qui ces dernières années ont annoncé à leurs employeurs ou futurs employeurs qu'ils ne viendraient pas, ils ne pointeraient pas, ils ne signeraient pas de contrat si l'entreprise fait n'importe quoi sur le climat. Voilà cette incarnation de cette génération qui est dans l'équipe du personnage, et il va se reposer sur elle. Et quelque part, je trouve ça chouette de voir que ces expertises de la finance mises au service de quelque chose d'intérêt général, eh bien, ça va devenir aussi quelque chose avec un impact essentiel, très tangible, et vous faites un peu le pont là-dessus. Mais donc, vous pouvez en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qui vous a amené à... vous en avez croisé des Solène, parce qu'il s'agit de Solène, de ce troisième personnage féminin. Bien sûr, mais on en croise... Enfin, moi, je suis... si on doit avoir un peu d'espoir, c'est quand même ça. Enfin, c'est cette jeunesse aujourd'hui. Alors, c'est la génération Greta Thunberg, hein, même là, c'est c'est des personnes un peu plus âgées que l'égérie suédoise. Mais enfin, c'est cette génération-là, c'est cette génération qui dit oui, comment dire, on va dans le mur, quoi. Enfin, on a un héritage qui n'est pas un héritage positif, et donc comment est-ce qu'on fait pour le changer, et en même temps qui n'est pas hyper négatif, qui est quand même qui garde une espèce de volonté d'action, d'optimisme. Donc effectivement, moi je suis très admiratif pour un réveil écologique, hein, de ces actions d'étudiants qui ont dit qui disent quoi? Qui disent, pour revenir à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, je ne veux pas servir d'alibi, je ne veux pas qu'on me dise tous les jours il va falloir changer le monde, et puis que dans mon école, on me dise en parallèle il faut que tu travailles pour telle et telle entreprise qui n'ont pas pris le virage nécessaire. Et donc qui essayent de trouver une cohérence, en fait, en réalité. Et ça, pour moi, c'est important parce que finalement, cette prise de conscience de la cohérence entre ce qu'on fait, enfin, entre ses valeurs personnelles et son action professionnelle, c'est quelque chose que moi, qui m'est arrivé à moi très tard, en fait. C'est une prise de conscience que j'ai eue, moi, pendant la crise financière de 2007-2008. C'est-à-dire que j'ai passé les 20 ans de ma carrière, de mon début de carrière dans la finance, sans à aucun moment me dire il peut y avoir un lien entre ce que je fais au boulot et ce que je défends, les idées que je défends à côté. Puisque évidemment, ces idées, je les défendais déjà. Je n'ai pas découvert ces questions-là au moment de la crise financière. J'ai eu des engagements associatifs, politiques, bien avant la crise financière. Mais à aucun moment, je n'avais pris conscience que ça pouvait avoir un lien avec mon activité professionnelle. Et c'est au moment de 2007-2008 qu'effectivement, les deux mondes se sont croisés. Et là, j'ai le sentiment que ces jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui disent
on ne veut pas travailler pour n'importe qui, ils prennent conscience dès le début de leur carrière de cette quête de sens et du fait qu'il y a une certaine unité, en quelque sorte. On doit avoir une certaine unité un peu humaine et qu'on doit avoir une cohérence dans l'ensemble de ce qu'on fait. Voilà, donc c'est un peu ça que dit ce personnage, ce jeune personnage, cette jeune stagiaire, effectivement, avec qui mon héros va fabriquer son action dévastatrice. Oui, dont il ne faut pas dévoiler évidemment trop d'informations en dehors de ce qualificatif, mais qui est assez enthousiasmante sur le principe, parce que ça donne une petite idée très précise, parce que ça semble tellement faisable, qu'une utilisation des systèmes financiers avec des dessins autres que ceux habituels, et donc là, c'est un dessin très inhabituel qui a été utilisé là, par votre personnage, eh bien, ça montre que c'est possible et que la technique, en fait, c'est vrai qu'on ne le voit pas dans le roman parce que ce n'était pas l'objet. C'est allégorique, évidemment. Mais voilà, c'est comment la technique pourrait, de façon, alors en utilisant ces mécanismes très sophistiqués, quelque part détourner à des fins équitables et responsables un certain nombre de dispositifs. Quelque part, ça donne envie de répliquer. Je sais pas, mais en tout cas, c'est une allégorie effectivement, bon, j'ai écrit ça un peu comme un conte, mais enfin, à la fois, c'est un mélange entre un roman policier et un conte, on va dire, voilà. Donc, comme ça qu'il faut le lire. Alors, il y a un truc, une phrase, on va s'accorder encore 5 toutes petites minutes, Philippe, ça va ? Avec plaisir. Un moment, Chiara dit à Samuel, où vas-tu aujourd'hui ? Dans le monde d'avant, hein, dit je vais déjeuner à Madrid. Bon, donc ça correspondait à son agenda hebdo, régulièrement. Alors, bon, ça, c'est une œuvre de fiction. Pour le coup, ça, c'est un quotidien extrêmement concret et répandu, on va dire, dans un certain nombre de fonctions. Je pense que l'année 2020, là, est en train de battre en brèche ce type d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez, là, dans la vraie vie, ce type de réplique du quotidien ? Je vais déjeuner à Madrid à ce soir, quand on habite à Paris, là, en l'occurrence. Est-ce que ça va encore être si fréquent que ça dans les prochains mois, ou est-ce qu'on peut se dire que ça, c'est le monde d'après ? D'abord, c'est vrai, c'est juste vrai. C'est-à-dire que c'est une réplique que j'ai vraiment, là pour le coup, que j'ai pas inventée. C'est une réplique que j'ai vraiment vécue. C'est-à-dire que alors, c'était pas avec ma femme, c'était avec mon fils un matin qui me dit qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Je dis je vais déjeuner à Madrid. Je l'ai vraiment fait ça, quoi. C'est-à-dire que et alors est-ce que, enfin, pendant le premier confinement, je m'étais dit ok, c'est fini, ça c'est terminé, quoi. Hein, les allers-retours pour aller parler à 200 personnes dans un déjeuner à Milan ou à Madrid et revenir le soir, alors qu'on voit bien qu'on peut le faire en visioconférence sans aucun problème, tous les changements qu'on a vécus avec le télétravail, etc. Je me suis dit, voilà, on va arrêter de faire ça. C'est terminé, on est dans un monde nouveau. Je sais pas. Je sais pas. Je me demande ce qui va se passer. Enfin, c'est très, très difficile à dire. Ça va dépendre quand même beaucoup de la façon dont on sort de cette crise sanitaire et de l'impact notamment des vaccins. J'ai le sentiment. Enfin, une des raisons pour lesquelles je pensais ça, en fait, cet été, c'est que je me disais, cette crise va être longue. Aujourd'hui, je ne sais pas encore. J'ai un petit doute là-dessus. C'est-à-dire, finalement, si avec les vaccins au mois de septembre, tout ça est derrière nous, est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet rebond extrêmement fort ? C'est-à-dire que le temps de cette crise est-il suffisant de cette façon pour faire réellement changer les choses ? On le voit aussi à travers tout ce qui est toutes les plans de relance, etc. En fait, hein, on le voit bien, cette ambivalence. Enfin, on est sur le fil du rasoir tout le temps. Les gouvernements sont là-dessus en train de se dire, est-ce qu'il faut que je fasse une transformation profonde ou est-ce qu'il faut que je fasse faire le rebond de l'économie ? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce sondage qui m'a frappé là, il y a quelques jours,
Je crois que c'est dans une enquête que l'ADEME fait régulièrement auprès de la population. Et ils posent la même question en fait à un panel de 1500 personnes, donc un sondage représentatif, et ils posent la même question aux députés, donc aux 300 et quelques députés. Et la question c'était est-ce qu'il faut, que pensez-vous que l'on doit faire aujourd'hui? Relancer l'économie à tout va pour faire repartir, parce que sinon ça va être la catastrophe, ou utiliser ce temps pour faire une transformation profonde de l'économie. C'était en gros ça les deux alternatives. Et le sondage de la population donc, disait très majoritairement il faut faire une transformation. C'était à 60%, je crois, enfin je n'ai pas le chiffre exactement en tête, mais enfin une majorité disait il faut faire une transformation, et une minorité disait il faut repartir comme avant. Et en fait, quand on posait la question aux députés, c'était exactement l'inverse. Et ça, je trouve ça assez incroyable, c'est qu'on a effectivement cette tentation, cette nécessité vitale des gouvernants et des dirigeants de se dire il faut repartir, il faut redémarrer, et c'est beaucoup plus facile de redémarrer avec un véhicule qui est là, qu'on a sous la main, que d'aller en construire un nouveau. Et donc, voilà, je ne sais pas aujourd'hui, je pense qu'on en est là. Cette possibilité de rebond, de business as usual existe encore. Voilà. Ça me nuise peut-être, mais je pense que ça existe encore. C'est vrai que là, alors Bertrand étant pas là, mais il y avait un propos dans son livre, où, en tout cas moi il m'a interrogé. Je me demande personnellement, à la lecture, et on la connaît tous cette expression, s'il n'y avait pas eu le Make America Great Again de Trump, je me demande vraiment si on aurait eu le Make Our Planet Great Again d'Emmanuel Macron. Parce qu'en fait, il y a un rapport de cause à effet en termes de réplique. Alors, en plus, ça sonne bien. Le boomerang était bien renvoyé de l'autre côté de l'Atlantique, avec derrière des choses à enclencher. Mais quelque part, ça n'aurait peut-être pas été spontané. Il a fallu quelque part un facteur déclenchant, et quelque part le politique, c'est pour rebondir sur les résultats du sondage que vous évoquez, a un temps de retard sur ces sujets, alors que la société manifestement commence à être prête, en tout cas pour une bonne part. Mais de quoi on manque alors pour que ça fonctionne? C'est parce qu'il y a une inertie du business as usual et une capacité de digestion du système qui est extrêmement forte. On l'a vu là sur les derniers échanges qui sont enfin les paradoxes assez extraordinaires qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que vous avez je ne suis pas un grand fan de la Convention citoyenne, mais enfin, regardez quand même malgré tout les choses, la façon dont ça se passe. Vous avez un président, un gouvernement qui dit on fait une Convention citoyenne, on demande à la Convention citoyenne de faire des propositions en leur fixant un cap qui est baisse de 40% des émissions. En sachant qu'évidemment, c'est insuffisant. Donc, on dit faites des propositions à moins de 40%. La Convention citoyenne fait des propositions. On leur dit ouais, mais bon, on ne va pas faire tout à fait ça, on va faire un peu moins. Et au même moment où on leur dit on va faire un peu moins, même jour, dans une autre enceinte, le président signe avec ses homologues européens une augmentation de l'objectif à 2030 à moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est dans une espèce de schizophrénie quand même, c'est-à-dire que cette différence entre les discours et les actes devient un vrai symbole de l'époque. Hein. Et encore une fois, c'est très difficile, c'est un peu le côté, on met sur pause ou on fait un pas de côté. C'est que si on ne fait pas le pas de côté, c'est extrêmement difficile de s'en rendre compte parce que quand on est dans l'action, on a l'impression de bouger. On se dit, bah oui, mais les choses changent. Moi, si je regarde la finance durable ces 5 dernières années, depuis l'accord de Paris, c'est extraordinaire, les évolutions qu'on a connues. Extraordinaire, c'est incroyable. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, ce que j'entends, les décisions qui sont prises, il y a 5 ans, j'en aurais rêvé. Et aujourd'hui, elles me paraissent tellement marginales et tellement insuffisantes que c'en est un peu déprimant. On entend, Philippe, de temps en temps un bip, ça doit être vos réseaux sociaux qui connectent, non? Je ne sais pas si c'est de votre côté, si vous pouviez le mettre en mute, mais il doit y avoir des réactions. Non, je mets en mute tout de suite, c'est mon
c'est ma messagerie Telegram. C'est ça. Et à un moment, votre personnage, il dit on peut dater la catastrophe, pas la résilience. Bon. Et c'est un fait, puisque c'est une marche longue, la résilience, et puis elle est tellement liée à des facteurs très divers que ça va pouvoir la dater, d'ailleurs, à quoi ça sert. Mais en tout cas, est-ce que... et Bertrand n'étant pas là, malheureusement, il ne peut pas réagir, mais on est en pleine période où les choses sont un petit peu quand même sur la table, plus que jamais. D'un point de vue normatif, à un moment, Bertrand évoque qu'il y a une espèce d'impératif de joindre les forces du marché et les forces de la norme. Et je pense que là, de ce point de vue, on a quand même des choses qui se sont passées, même encore tout récemment, là. Et c'est vrai que Bertrand l'évoque dans son livre, la loi Pacte, avec une redéfinition un peu de ce que c'est que l'ADN d'une entreprise à but lucratif. Bon, je trouve que moi, personnellement, j'ai beaucoup plus d'intérêt à l'un des articles qui est celui qui est obligatoire et qui n'est pas volontaire. La raison d'être ou devenir une société à mission, c'est volontaire. On y va ou on n'y va pas. Mais on oublie souvent de rappeler qu'il y a un des articles qui, lui, concerne tout le monde, même si on n'en voulait pas, et qui indique que l'entreprise, la société doit être gérée dans son intérêt social en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Point. Des petits mots rajoutés à un texte qui n'avait pas bougé depuis quasiment 2 siècles et qui consiste à dire que toute décision de gestion d'une société à but lucratif, que ce soit une SA, une SARL, une mutuelle, une coopérative, que sais-je, une SAS, doit prendre ses décisions en démontrant qu'elle a, au moment de la prise de décision, trouvé un équilibre entre l'économique, le social et l'environnemental. Et faute de pouvoir justifier qu'elle a pris en compte ces différentes dimensions dans la décision, et plus seulement l'intérêt de l'actionnaire, pour caricaturer un petit peu, elle pourrait se voir reprocher tout cela par différents biais. Et cette petite perfusion d'intérêt général dans l'ADN de ce qu'est une société à but lucratif, elle concerne en particulier les investisseurs, je pense. Et quelque part, bon, c'est peut-être un effet papillon à attendre dans le futur, c'est évident. Mais est-ce que ça, parce que ça date de 1 an à peine, la loi Pacte, ça nous ramène à mai 2019, ça nous paraît très très lointain. Et donc 1 an et demi après, on a ça dans notre droit positif. Vous, Philippe, alors au-delà du romancier, en tant qu'acteur de la finance, vous voyez ça comme un truc trop symbolique, on se paie trop de mots, ou au contraire, vous trouvez ça d'une relative profondeur pour un peu changer le système et le logiciel? Moi, je pense que c'est très important. Alors, d'une certaine façon, je pense même que c'est probablement plus utile. Enfin, on n'en a pas beaucoup parlé, alors que là, on est en train de beaucoup parler d'une autre évolution potentielle symbolique qui n'aboutira pas, qui est l'évolution, le changement de la Constitution, l'intégration du climat dans la Constitution, qui là, pour le coup, ne changera pas grand-chose, alors qu'effectivement, cette évolution du Code civil sur les entreprises, c'est un élément très, très fort. Donc moi, non, je pense que c'est essentiel. Alors nous, on a voulu aller plus loin et on a fait la partie volontaire, puisque Mirova est devenue une entreprise à mission, et on l'a annoncé la semaine dernière. Et donc, voilà, on est allé encore plus loin en allant définissant notre raison d'être, mais en allant même effectivement jusqu'à ce statut d'entreprise à mission qui permet là aussi de faire bouger la gouvernance et d'avoir un comité de mission, un comité de parties prenantes qui va nous guider, qui va vérifier qu'on est bien en ligne avec qu'on fait ce qu'on dit, qu'on fait ce qu'on dit, quoi. Voilà. Donc, je pense que cette évolution de l'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais ce sont des évolutions lentes, voilà. C'est pour ça quand je dis la résilience ne se date pas. Évidemment qu'une catastrophe, on sait quand ça arrive, on a des dates pour dire les catastrophes. Alors, on a aussi des dates pour les fins de guerre, mais ce n'est pas des moments de résilience, les fins de guerre. Ce sont juste des indicateurs. Ensuite, derrière, il y a toute la résilience. Alors, je donne l'image parce que c'était déjà l'image de mon roman de 2008.
des chutes Victoria, parce que bon, c'est un endroit que j'aime, voilà, que j'aime beaucoup, parce qu'on n'a pas encore parlé complètement d'Afrique, mais peut-être on peut prendre quelques minutes pour parler d'Afrique après. Donc ces chutes Victoria, si vous regardez finalement un système comme des chutes, vous avez effectivement une rivière qui est calme, qui est très tranquille, qui est d'ailleurs juste avant la chute est d'une tranquillité extraordinaire. Si vous regardez, vous focalisez le regard sur les quelques centaines de mètres qui sont juste avant la chute, à aucun moment on imagine qu'il va y avoir une catastrophe qui apparaît derrière. Et puis il y a la chute, et la chute elle se date, elle est précise, elle est à un moment donné. Il y a un moment donné où effectivement la tranquillité s'arrête brutalement et où on est dans une chute. Et puis ensuite, après la chute, il y a tous ces remous, l'eau qui bouge dans tous les sens, qui cherche son chemin et dont on ne sait pas vers où ça va aller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où la chute s'arrête et où on retrouve la tranquillité. Ça va durer longtemps. Les remous vont petit à petit se transformer, se calmer. La rivière va reprendre progressivement son chemin. Et là, elle va retrouver une certaine tranquillité, une certaine résilience. Et donc, ces éléments-là, je crois qu'on est en train de vivre. On a à un moment donné, on a des chocs. Et puis ensuite, on a la façon dont on peut résorber ces chocs dans le temps. C'est justement une très bonne transition avec le mot de la fin, Philippe, que j'aimerais vous proposer justement à propos de l'Afrique. Parce qu'il y a, d'ailleurs, votre personnage, à un moment, il indique porter comme un totem, l'indignation ne sert à rien. Et si je veux faire le lien avec l'Afrique, là, c'est que l'indignation, elle peut avoir lieu pour plein de raisons, on va dire, dans l'Occident, pour plein d'autres raisons encore plus légitimes, on peut le dire, en Afrique. Mais on ne sent pas que c'est l'indignation qui prenne le dessus. En tout cas, je ne trouve pas, pour ma part, d'expérience en Afrique, mais qu'on est dans la résilience et de toute façon, il faut s'en sortir au quotidien. Et tant de citoyens sur le continent africain y parviennent, malgré les difficultés, à garder ce sentiment de... Enfin, il y a quelque part une résilience, même dans le comportement au quotidien, qui est assez, je trouve, phénoménale. Alors, j'ai une question pour vous sur l'Afrique. Alors, votre personnage, il y fait une espèce de grande reconquête de son moi. Il s'y retrouve et il cède à la magie du continent sous toutes ses formes. Pour vous, quelle sera la place de l'Afrique quand on sortira du Covid, en tout cas quand on sera dans ces remous-là? Quelle est la place que vous voyez pour le continent africain dans les 20 prochaines années? Si on peut faire le parallèle, on parlait des jeunes tout à l'heure dans la société, c'est le jeune des continents, en fait, en quelque sorte. C'est celui... c'est là où sans doute va se jouer beaucoup de choses sur tous les grands enjeux qu'on a aujourd'hui, les enjeux démographiques, les enjeux climatiques, les enjeux politiques de migration, les enjeux sociaux, les enjeux liés à la biodiversité, à la nature, enfin tout ce dont on a parlé là, on en trouve un concentré en quelque sorte en Afrique. Alors, mon héros dit aussi qu'après avoir passé 2 ans en Afrique, il n'en connaît pas plus et qu'il ne veut pas en dire trop parce qu'il trouve qu'il y a une certaine condescendance quand on parle d'endroits qu'on connaît mal, qu'on ne vient pas. Moi, je connais très mal l'Afrique en réalité. J'ai passé quelques semaines par-ci par-là en vacances. C'est un continent qui me fascine, mais que je connais mal. Mais où on voit bien que dans les périodes de crise, on a tendance à rejeter en quelque sorte un peu les problèmes. Enfin, c'est l'arrière-cour dans laquelle on met les problèmes qu'on ne veut pas voir. Alors, par chance, là, dans la crise financière aujourd'hui, heureusement, la partie sanitaire n'est pas un choc, est un choc moindre en Afrique qu'ailleurs. Et pour autant, on sait très bien que le choc économique derrière, le choc climatique, va être extrêmement violent malgré tout. Donc, voilà, je crois que ça va être un condensé des enjeux qui viennent.
Évidemment, on regrette que Rekia Madougou n'ait pas pu nous rejoindre, hein, malheureusement, mais c'est vrai qu'elle porte vraiment le discours d'une Afrique qui est en train de non pas de se réveiller, elle a toujours été très éveillée, mais en train de reconquérir quelque part sa part dans le concert des nations. Et je sais que moi j'ai été surpris, je ne sais pas d'où Bertrand Badré la tenait, mais il y a une belle phrase qui dit qu'une chaîne de valeur vaut ce que vaut son maillon faible. Et aujourd'hui, beaucoup de nos chaînes de valeur de produits du quotidien, de consommation, technologique ou textile, trouvent des maillons qu'on pourrait considérer là comme faibles en Afrique, et faibles pour des raisons qui sont liées aux conditions sociales ou environnementales d'extraction des minerais, par exemple. Donc, on voit à quel point l'Afrique, de ce point de vue, elle constitue un verrou de valorisation de toutes les chaînes de valeur, puisque les maillons qu'elles peuvent constituer, ces étapes de matières premières aujourd'hui, considérées peut-être là comme faibles, en l'occurrence, si on reprend cette phrase, ont finalement un énorme chemin de progrès qui fait que c'est en Afrique que les chaînes de valeur vont se renforcer. C'est peut-être un petit peu comme ça qu'on pourrait résumer la chose. Ouais, donc c'est exactement l'inverse des premiers de cordée, là, pour le coup, c'est le maillon faible. Et là, en l'occurrence, alors moi, je suis né au Cameroun, je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, le continent nous est très cher. Avec Pierre-Samuel Gage, mon associé et moi, c'est pour ça qu'on a créé un média des bonnes nouvelles pendant le premier confinement. Alors, on n'a pas écrit un roman, on a juste agrégé des bonnes nouvelles qui concernent le continent africain. Ça s'appelle Africa Mutandi, pour ceux qui connaissent, et c'est sur la chaîne YouTube en question. Le but du jeu, c'est quand même de faire valoir tout ce qui se passe de bien sur le continent. Et il y a des centaines et des milliers d'initiatives qui ont cours de la part des acteurs publics, privés, comme société civile, tous les jours, particulièrement dans le Covid, on l'a vu, mais de façon plus générale pour l'atteinte des ODD. Et donc, de ce point de vue, en tout cas, je le considère, comme vous venez de le dire aussi, et merci de l'attester, Rekia l'aurait dit encore mieux que nous, que l'Afrique, c'est aussi le continent de demain, avec toute sa jeunesse qui n'attend que ça. Philippe, je vous remercie. Je suis désolé qu'on ait terminé que tous les deux en duo, hein, mais c'était un plaisir. Donc moi, je recommande évidemment de lire Applaudissez-moi, de lire aussi Bertrand Badré, Voulons-nous changer le monde sérieusement, et puis le livre de Rekia Madougou, qu'on aura l'occasion d'inviter à une autre reprise pour vraiment parler de son livre, plus qu'à distance, là, comme cela. Philippe, encore une fois, merci. Merci Yann, à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.